Batunye so bazolandanga soki lelo bandeko nanga ya basi mingi soki lelo ngai naza nakati ya cockpit oyo kala bakanisaki eza mosala ya mibali eza majite naza na maboko mibale makolo mibale mutu moko donc bino pe lobi bokoki soki bo décider ezala bongo donc mutu akosa yo te mutu na biso to cerveau pour na yebi on lingala te cerveau ezalaka mwasi to mobali te cerveau eza obemoko soki oponi eloko eke obundi pona yango okokoma soki nga lelo nakomi eza impossible te pour que yo pe lobi ozala lokola nga eye lisusu nini yango ye Winner TV mupepa sika bagag batélé batéâtre nyonso etali comédie nga vi de loin na s'abonner massivement na Winner TV papa mama mwana elenge mwasi elenge mobali to s'abonner massivement na Winner TV ah tiens c'est pas appareil. Fidèles téléspectateurs de Winner Télévision, bienvenue dans votre émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Amito Ponchi, pilote de formation. Avec elle, nous aurons à parler sur l'égalité entre hommes et femmes. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau de Miroir de femmes. Ça va très bien et les plaisirs est partagé, madame. Merci. Madame, avant d'entrer dans le bain de notre émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde? Je suis madame Mamicho Ponchilobo. Je suis, de par ma formation, ingénieur technicien en aviation civile et pilote professionnel. Donc, je suis aussi activiste sur le droit des femmes et actuellement mentor des Afrian RDC. D'accord, madame. Madame, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser le métier de pilote? Nous le savons très bien, c'est un métier purement masculin. Un gros stéréotype et un gros mensonge parce que il n'y a pas de métier pour femmes et métier pour hommes. Seulement, la société est telle que la société a construit de gros mensonges, si je peux les dire, autour de certains métiers. Généralement, les métiers à l'apanage scientifique, aux apanages scientifiques, genre les métiers de STEM. On a essayé de réserver ça aux hommes parce qu'il y a eu des hommes, il y avait beaucoup plus d'hommes dans ce métier que des femmes. Donc moi je dirais que c'est un grand mensonge de dire que le pilotage c'est un métier d'hommes parce que les cerveaux n'ont pas de sexe. Nous avons tous le même cerveau. C'est seulement une différence biologique que moi j'estime normalement qu'il ne devrait pas être de barrière. Madame, en tant que femme, qu'est-ce que vous avez amené, soit à innover dans le métier d'aviation? Bon, l'innovation, encore comme je venais de le dire, moi-même, je suis dans un métier qui est tout le jour en mutation. Jusqu'ici, moi, j'ai encore rien apporté parce que je suis pilote, comme je vous ai dit. Et seulement, je ne suis pas vraiment dans l'intelligence du développement. Ça veut dire, moi, je ne suis que utilisateur des engins que les autres développent. Donc, dire que j'ai amené une innovation, ce serait un mensonge. Par contre, si on peut dire, j'ai apporté une touche particulière dans le choix, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes femmes qui font ce choix-là. Donc, c'est peut-être ce que j'ai apporté en République démocratique du Congo, évidemment. Parlez-nous un peu de la petite histoire, comment vous avez commencé. Aujourd'hui, nous le savons très bien, ça fait plusieurs années que vous êtes pilote. Essayez un peu de nous relater la petite histoire. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui connaissent déjà mon histoire, mais c'est difficile de parler de soi. Je vais essayer de parler de moi, de mon jeune âge.
Comme je l'ai dit, je vous ai encore dit ici, le gros mensonge de dire que le métier des femmes et des hommes. Moi, j'ai grandi vraiment dans une famille. Pour moi, j'appelle ça cellule de base. J'ai grandi dans une famille où mon père, dès les bas âges, nous avait inculqué que l'éducation était égalitaire pour les femmes et les hommes. Donc, notre père nous a tous mis à l'école. Il nous a donné les mêmes opportunités. Alors, moi, j'ai fait mes études maternelles à Bouta, où je suis née. Et j'ai fait l'école primaire à Kikwit, au Bandundu. J'ai fait les secondaires aussi à Kikwit. Et mes études primaires, j'avais j'étais une petite génie à l'école primaire. Et j'ai pas fait la 4e primaire parce que j'avais tellement brillé que j'ai fait les examens des élèves de 5e primaire. Et j'ai encore brillé, ce qui a fait ce que la province à l'époque, c'était la région du Bandundu, a demandé à ce qu'on puisse me mettre en 6e et voir si je pourrais obtenir mon certificat. Et je l'ai obtenu avec succès. Et j'ai fait l'école secondaire au Bandundu et puis je suis partie au Kasaï, à Mbujimaï, où j'ai terminé mes études humanitaires. J'ai fait les scientifiques à maths physique. Déjà, dès mon jeune âge, j'avais comment on peut dire, j'avais un amour pas explicable. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aimais beaucoup les maths. J'aimais beaucoup les maths, ce qui a fait que je fasse le choix de maths physique. Et si vous suivez mon cursus, j'étais pas très intelligente, mais je n'avais jamais échoué en mathématiques et en physique parce que je les aimais. Et de là, je suis venue à Kinshasa, j'ai fait l'ISTA, je suis ingénieur technicien en aviation civile, exploitation aéronautique. Et quand j'étais à l'ISTA, enfin déjà à l'école secondaire, en 4e des humanités, j'avais flashé pour le pilotage. Pourquoi j'ai flashé pour le pilotage? Arrivé à Mbujimaï en 3e des humanités, j'ai trouvé une autre culture. Je venais d'une culture où au Bandundu, les femmes et les hommes allaient à l'école. Il n'y avait pas une différence, il n'y avait pas de discrimination. En tout cas, où moi j'ai étudié. Et quand je suis arrivée à Mbujimaï, j'ai trouvé que les femmes, il n'y avait déjà pas beaucoup de femmes en scientifique et les femmes étaient reléguées au second plan. Ça veut dire les femmes, c'était les mariages, c'était en tout cas les mariages et la gestion du ménage. Et on le faisait, ça se faisait ressentir même à l'école. Donc à l'école, c'était les femmes qui nettoyaient la salle de classe, c'était les femmes qui devaient effacer les tableaux. Et tout le temps, on te rappelait que tu étais femme. Tout le temps, on te rappelait que tu étais femme. Et moi, je n'ai pas accepté ça. Une forme de discrimination. Voilà, une très grande discrimination. En tout cas, au Kasaï, je peux vous garantir que la discrimination, je crois qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 4e des humanités, j'ai été encadrée par les sœurs thérésiennes. Elles nous amenaient en récollection, on nous transmettait les valeurs de l'émancipation à l'époque. Et pendant une des récollections, on avait deux profs, le prof Albert Kamaï et le prof Jean qui nous encadraient à la récollection à l'école, c'était l'école catholique. Alors ils nous ont donné 3D. Et les 3D, c'était la dignité, la détermination et le discernement. Et en nous parlant de l'émancipation, ils nous ont dit il faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ce que vous ne voyez pas ici au Kasaï. Alors moi, pendant mes vacances de 4e pour Kinshasa, parce que mes parents étaient en mutation, je venais ici pour les vacances, j'ai pris l'avion. Ma curiosité a poussé que je regarde dans le cockpit. Et dans le cockpit, il y avait des hommes, des vieux hommes. Et dans la cabine, j'avais des hôtesses de l'air femmes. Alors je me suis dit, mais pourquoi il y a des hôtesses de l'air femmes dans la cabine et pourquoi il y a des hommes dans le cockpit? Pourquoi il n'y a pas de femmes dans le cockpit? Pourquoi je ne serais pas cette femme dans le cockpit? Donc c'est là qu'est née vraiment cette ambition. Et vous savez, en 4e des humanités, en Mbujimaï, dire que vous serez pilote, ça sortait de l'ordinaire. Je me rappelle, tous les pilotes qui étaient là, c'était des pilotes masculins. Tu n'avais pas un modèle pour t'identifier. Mais moi, je me suis dit, moi, je serai pilote. Je suis revenue à l'école, j'ai dit que je serais pilote, j'ai dit à mes parents. Personne ne voulait croire parce qu'ils n'avaient jamais vu. Il n'y avait pas un modèle des sociétés. Ils avaient la même conclusion que vous avez eue au début, ces stéréotypes, dire qu'il n'y avait pas des femmes et ce n'est pas un métier des femmes. Alors, pour moi, comme on m'avait donné les 3D, je me suis dit, je serai pilote. Donc, j'étais déterminée à être pilote. Dès là, je suis venue à Kinshasa et à l'époque, mon père a évoqué la raison de l'argent. Il a dit, j'ai pas d'argent pour payer tes études de pilote et j'ai terminé à 17 ans. Donc, il y avait des bonnes raisons d'empêcher cette jeune femme de devenir pilote. Alors, j'étais mineure, je ne pouvais pas aller à l'étranger tout seul parce qu'il n'y a pas d'école de pilotage au Congo et mon père n'avait pas de moyens pour m'envoyer faire le pilotage.
Je suis arrivée à Kinshasa, je me suis inscrite à l'ISTA. J'ai dit, je vais rester proche des avions. Donc, je vais faire l'aviation. Pour moi, je voulais faire mécanique d'aviation. À l'époque, il n'y avait pas, donc j'ai trouvé exploitation. Je voulais vraiment être aux alentours des avions et garder mon rêve en veille, c'est ce que j'allais dire. Donc, je suis venue à l'ISTA. Quand je suis arrivée, mon père m'a donné plein de conditions. Non, il n'y a pas de femmes et tout ça. Mais sinon, si tu échoues, tu regagnes UPC où mes soeurs étaient. Toute ma famille, ils ont fait UPC et les campus et tout ça, faire l'économie droit, comme l'accoutumée. Mais bon, j'ai quand même brillé. J'étais pas excellente, donc j'ai pas des distinctions. J'ai jamais eu des distinctions à l'ISTA. Mais seulement, je suis jamais passée en deuxième session. Donc j'ai passé tout le temps en première session, excepté en troisième. Pour mon travail de fin de cycle, évidemment. Alors, quand je suis arrivée en deuxième graduat, mon père m'a dit, il y a un peu de moyens, trouve-toi une école, tu vas finalement faire des pilotages, tu vas finalement réaliser ton rêve. J'ai essayé aux États-Unis, ça n'a pas marché. Et je rencontrais le commandant Massiala qui m'a orienté. Il a dit non, il y a des écoles en Afrique du Sud, en Éthiopie, mais la licence sud-africaine est quand même valide pour le travail. J'ai dit ok, ça va, c'est bon, je me lance. Je suis partie en Afrique du Sud, après l'obtention de mon diplôme de graduat. Je suis allée en Afrique du Sud, j'ai fait FIBA Sapolo, ma première école, où on m'a signifié que je n'étais pas bonne. Je n'étais pas faite pour le pilotage. Et je suis rentrée, mon père m'a dit, t'es sûre? J'ai dit, papa, je suis très sûre que je vais être pilote. Mais bon, je trouve que l'école, c'était un peu raciste et tout ça. Mon père m'a dit, je suis prêt à payer pour une seconde. Je te donne une seconde chance. Je suis repartie. En Afrique du Sud, toujours. Et là, je me suis inscrite à Aéroprécigène où j'ai été encadrée par les propriétaires de l'école. Je les avais expliqué quasiment mon problème. Ils ont dit, non, mais ça, c'est pas un problème, on va résoudre. Finalement, j'avais des problèmes pour atterrir les avions. Alors, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup aidé. Et quand j'ai terminé, je suis revenue au pays. Revenue au pays, il n'y avait pas de boulot. Je suis allée à Goma, où j'ai trouvé un travail chez Goma Express, qui est mon premier patron. Et chez Goma Express, j'ai aussi travaillé pendant, je crois, 90 jours. 90 jours. 3 mois. 3 mois. Et de là, j'ai été recrutée chez Katanga Wings. C'est là que j'ai commencé ma carrière. J'ai dit toujours, c'est là que j'ai démarré la vraie carrière d'aviation. On m'a envoyé en formation aux États-Unis. J'ai fait mon premier type rating sur le HS 125 700 et 800. Et puis j'ai fait les 800 XP. Et de là, je suis revenue au pays. J'ai travaillé avec l'ancien gouverneur du Katanga. Donc c'était sa compagnie. J'ai eu la chance de transporter plein de personnalités à l'époque. J'ai fait 20 mois là-bas. Et de là, Air Baraka est venu m'engager au Katanga. J'ai travaillé avec Air Baraka pendant 2 ans aussi, enfin 2 ans et demi, quelque chose. Et pendant que je travaillais pour Air Baraka, j'ai adhéré à l'association des pilotes, dont je suis secrétaire générale jusqu'à nos jours. Et on a commencé à travailler sur la relance de la compagnie nationale. L'association a participé et finalement, j'ai dû prendre les risques. Prendre les risques de quitter mon boulot chez Air Baraka et travailler pour Congo Airways, qui était la compagnie nationale. Et je ne regrette pas, en tout cas, je vous dis, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce que c'est un gros risque, perdre un boulot pour quelque chose de pas concret. C'était pas encore concret. Arrivé chez Congo Airways en 2016, j'ai fait mes tests, j'ai passé et je suis partie faire mon simulateur sur l'Airbus 320 que je vole jusqu'à aujourd'hui. Et au retour, il fallait faire une formation en ligne. J'ai commencé la formation en ligne, c'était pas un succès parce que bon, on ne voulait pas que ce soit un succès. On m'a encore notifié que madame, vous avez une très bonne attitude, mais vous ne pouvez pas être pilote. On vous trouvera, j'imagine, ils préparaient me placer faire les cafés peut-être. Je ne les discrimine pas les gens qui font du café, mais bon, j'ai reçu une lettre dans ce sens. C'était, je vais dire, c'est les plus grands chocs et la plus grande échec de ma vie. Ça m'avait vraiment affectée parce que ça m'avait atteint. Alors, comme je suis quelqu'un de déterminé, très déterminé. C'est une bonne chose.
J'ai eu les soutiens, en tout cas, à 80% de tous les pilotes congolais. Ils m'ont dit, madame, nous sommes avec toi. You're gonna make it. Donc vous allez arriver. On va vous aider, mais vous allez arriver. C'est pas vrai ce qu'on essaie de vous faire croire. Ça a pris quasiment une année, les combats. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir les nerfs solides. Et finalement, je suis pilote aujourd'hui chez Congo Airways. Votre carrière, ça fait combien de temps que vous êtes pilote en général? Depuis que vous avez terminé à l'ISTA jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Je crois que j'ai 9 ans ou 10 ans de carrière. 9 ou 10 ans, si je ne me trompe. 9 ou 10 ans. Quel est votre rapport en tant que secrétaire au sein de l'association de pilotes ici en République démocratique du Congo? Allez, on a mené beaucoup de combats et on a gagné beaucoup. Je me rappelle quand je suis arrivée, on avait l'aviation civile du Congo qui est l'autorité qui chapeaute l'aviation et les compagnies, les exploitants, les gestionnaires, l'espace aérien. Son bureau était au marché, en face des pièces auto. Parmi les combats de l'association, on voulait avoir une aviation civile digne de ce nom. Donc on a travaillé, on a essayé, on a commencé à pousser, on a fait des mémos à l'ancien président de la République, le président Kabila. Et on a quand même obtenu gain de cause. Aujourd'hui, vous avez l'aviation civile sur le Grand Boulevard. Moi, je me dis que c'est parmi les grands combats de l'association. Où on venait, on te disait, madame, voilà. Aujourd'hui, on passe des examens médicaux pratiquement au standard international. Grâce au combat de l'association. On a aujourd'hui la compagnie nationale. Quand je suis arrivée, on n'avait pas de compagnie nationale. On avait l'AC qui existait, mais sans avion. On avait une compagnie nationale sans avion, avec des bâtiments. Nous avons mené un plaidoyer encore avec un mémo auprès du président Kabila, qui on a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, on a Congo Airways. Et à la naissance de Congo Airways, on a voulu reproduire Eker. Ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie. Oui, oui. Donc tout était importé, les avions et les membres d'équipage. Nous avons milité avec l'association. Vous avez, moi qui suis congolaise et plein de pilotes congolais chez Congo Airways. C'était une lutte, en tout cas une lutte pas très facile. Et on continue à travailler. C'est vrai qu'on n'a plus le même engouement qu'on avait au début parce que vous savez, au Congo, il y a cette politique de diviser pour bien régner. Nous représentons une force sans nous rendre compte, mais nous n'utilisons jamais les forces que nous avons. Donc, on n'a pas baissé les bras, comme je vous dis, je suis quelqu'un de très déterminé. On est toujours là. On a une plateforme, on essaye toujours de nous donner de travailler dans ces sens. Donc, je me dis qu'il y a encore beaucoup à gagner. Il y a encore beaucoup. Madame, comment vous vous sentez lorsque vous êtes en train de piloter? Vous êtes dans un avion. Comment est-ce que vous vous sentez? Deux fois, il y a une peur, bien que vous êtes expérimenté. Ou comment vous vous sentez? Peur, non. J'ai plutôt une charge parce que généralement quand je rentre à la maison on me demande pourquoi tu es fatiguée. J'ai dit je suis fatiguée parce que tout le temps que je suis au boulot, je sais que j'ai généralement 100 âmes que je dois conduire d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de responsabilités parce que vous savez les prix des billets en RDC ça nage quasiment dans les 400-500 $. Ça veut dire les personnes qui sont à mesure de payer les avions sont des personnes qui détiennent une certaine comment on peut dire, une plus certaine responsabilité. Donc ils ont une très grande charge avec eux dans les familles. C'est ça qui passe dans ma tête. Je me dis, imaginez que j'arrivais à cracher un avion. C'est combien de familles qui seront en deuil et quel est l'impact que j'aurai? Vous voyez la charge que j'ai. Je suis plutôt beaucoup plus responsable. Je sens une lourde frappe, une lourde charge que des peurs. Il y a plus de responsabilité que de peur parce que il n'y a pas d'endroit où je suis très à l'aise que dans les avions.
Parce que c'est les meilleurs bureaux pour moi au monde. Il est plus que les bureaux ovales des États-Unis parce que mon bureau, c'est les seuls bureaux qui se déplacent à 800 km/h. Madame, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser l'activisme aussi? Parce que vous nous avez dit, vous êtes aussi défenseur de droits de la femme. Ce qui m'a motivé, je vous ai dit au tout début que j'ai travaillé à Goma. Et à Goma, j'allais au fin fond, à Walikale. Vous allez aller sur Internet, vous allez taper, vous allez voir Walikale. J'atterrissais sur le route. Non seulement j'atterrissais sur le route, je faisais les transports des castérites. Et c'était pour moi, allez, une découverte. J'avais des sentiments, des haines et des pitiés. Sentiment de haine pour me dire, mais attends, ces gens, ils transportent la castérite. Quand tu vas sur Internet, tu vois les vertus de la castérite et les personnes qui travaillent autour de la castérite, quel train de vie ils avaient. C'était tellement contradictoire que ça m'a poussé à être la voix de ces personnes. Donc, j'avais des jeunes femmes, des jeunes garçons qui travaillaient autour de la castérite, qui transportaient, qui étaient payés peut-être à 1000 francs congolais à l'époque. Et la castérite elle-même coûtait $14 le kilo. Ces gens transportaient les kilos de 50, ils transportaient les sacs de 50 kilos pour 1000 francs. Et la castérite coûtait $14. Donc, vous voyez la rage que j'avais. Et tu avais des bébés, tu avais des personnes à moitié vêtues qui te demandaient à peine les oignons, les laits maziwa de Goma. Ça révoltait. Et la seule façon de porter la voix de ces personnes, c'était faire des formations d'activisme. Donc, j'ai fait de la formation de droits humains. Avec YALI, Young African Leaders. Et j'ai appris, je me disais, je dois apprendre la bonne façon de parler pour ces personnes. Voilà, c'est ça ma raison. Madame, en tant qu'activiste, quelle est votre contribution au sein de notre société congolaise? En tout cas, elle est minime. Elle est minime parce que le Congo, c'est un pays qui a plus de 2300 km². Alors, et elle a une belle démographie parce que nous avons 61% de jeunes en pays de moitié du Congo. Alors, je me suis dit, si nous travaillons sur cette jeunesse, ça veut dire, on investit dans l'éducation, dans la formation, dans les transferts de connaissances de base, si on investit dans la connaissance déjà de son corps. Parce que je travaille, en tout cas, avec Afria, nous travaillons sur l'autonomie de ton corps. Parce que si tu maîtrises ton corps, tu peux maintenant réfléchir sur les autres solutions autour de toi. Donc, nous travaillons sur... je suis mentor d'Afrian RDC. Nous travaillons sur la santé de la reproduction, donc la santé sexuelle de la reproduction. Et on essaye de donner... Ce que je peux donner, c'est parler de moi. Si je peux inspirer... Pour moi, si je peux inspirer 100 personnes, ces 100 autres pourront inspirer 100, ce qui fait 1000, et ces 1000 autres pourront inspirer 1000 autres, donc ça sera 10 000. Et je pense que dans toutes les sociétés qui ont été construites, on a plutôt investi sur un noyau. Vous avez votre propre structure, genre ASBEL, soit ONG? Non, j'ai décidé de ne jamais avoir une structure. Alors, pourquoi? je n'aimerais pas faire la même chose que tout le monde. J'aimerais vraiment sortir de l'ordinaire. Ça veut dire je me donne, je suis volontaire, je travaille avec les structures de jeunes. Et actuellement, je suis avec Afrian RDC, qui est un réseau des structures des jeunes. On essaye de faire ce qu'on peut pour qu'on puisse atteindre les minimums qu'on peut et avoir ces noyaux-là. Donc, on essaye de travailler sur la santé sexuelle de la reproduction, la participation de jeunes sur la table de prise de décision. Parce que vous ne pouvez rien attendre des personnes qui ne connaissent pas vos problèmes. Donc, on a quand même, avec Afrian aussi, on a beaucoup de combats gagnés
Aujourd'hui, la représentante des jeunes qui accompagne le président de la République au niveau du panel, c'est la présidente africaine RDC. Donc c'est encore un autre pari gagné. Nous travaillons pour que nous puissions nous retrouver sur toutes les tables de prise de décision parce que tout ce qui est fait sans vous est contre vous. Alors moi je vois mal une personne qui ne comprend pas les vrais problèmes des jeunes résoudre le problème des jeunes. Donc je pense que cette représentativité est vraiment importante. Donc je suis vraiment pour l'inclusion, ça veut dire les jeunes et les femmes devraient être devraient être représentés sur les tables de prise de décision parce qu'ils connaissent leurs problèmes, ils sont mieux placés pour proposer des solutions à leurs problèmes. Madame, quelle lecture faites-vous par rapport à l'égalité entre hommes et femmes? En tout cas, en RDC, moi je dirais qu'il y a beaucoup d'avancées, contrairement à ce que les autres pensent, parce que la société doit être régie par des lois. Et notre loi fondamentale en République démocratique du Congo, c'est la Constitution. Nous avons la meilleure Constitution d'Afrique. On peut dire ce qu'on veut, on a la meilleure Constitution parce qu'elle nous octroie la parité en son article 14. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'on devrait mettre en place pour que cette parité soit effective? Il y a tellement de travail qui s'est fait, mais de façon éparpillée. Moi, je pense qu'on devrait vraiment fédérer nos efforts pour qu'ensemble puissions atteindre cette égalité à l'horizon 2063. Parce qu'il y a tout un programme au niveau de l'Union africaine pour atteindre la parité. Aujourd'hui, moi, je me dis vraiment un coup de chapeau au président de la République qui, par son leadership, a imposé au gouvernement Sama qu'on puisse avoir plus ou moins 30% des femmes. Et on a pu avoir 28. Donc, moi, je me dis, il y a un travail qui s'est fait. J'aimerais aussi à ce que le président de la République s'impose encore, qu'il y ait non seulement de femmes, mais de jeunes femmes, parce qu'il faut qu'il y ait aussi cette innovation. Je ne dis pas que les mamans n'ont pas d'innovation, mais il y a cette ferveur qu'il y a dans la jeunesse qu'on doit utiliser. Et une évolution aussi. Et cette innovation. Donc je pense que pour le mandataire public, le président de la République aura de jeunes femmes. Il y aura de jeunes femmes et des femmes. Et il y aura cette inclusion, même de jeunes hommes, parce que j'ai l'impression que nous sommes pris en otage par une certaine classe, par certaines personnes qui pensent qu'ils sont les seuls à solutionner les problèmes du Congo. Aujourd'hui, 61 ans après l'indépendance, nous avons vu le même tête, parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait sortir un peu de la boucle pour amener une nouvelle façon de faire les choses. Et vraiment respect à l'actuel gouvernement, parce qu'on a quand même vu de nouvelles têtes. Nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de travail qui est en train de faire. Fanatique de M. Alingueté de IGF qui fait un travail très bien. Madame, dites-nous un peu, en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle? Beaucoup et peu. C'est un peu de nous relayer quelques-uns. Les stéréotypes, la culture, les discriminations négatives, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui me jugent sans me connaître. J'ai par moments des passagers. Ah, c'est elle qui va voler. En prenant l'avion, mais on espère qu'on va arriver. Pourquoi il dit qu'il espère qu'il va arriver? Parce qu'il a vu une jeune femme. Mais en tout cas, sur les 100% de mes passagers, aujourd'hui, j'ai les retours. 80% sont finalement fans. Et j'ai des fois mon téléphone ouvert avant les décollages. J'ai plein de messages Twitter, Facebook qui te disent « Je suis dans ton avion et je suis heureuse de voler avec toi parce que je suis sûre que je vais atterrir en toute douceur à destination. » Je suis même par moments obligée de dire que voilà, c'est même beau. C'est beau cette contradiction. Et je suis quand même arrivée à briser ces stéréotypes parce qu'il y avait vraiment ces constructions sociaux autour de la femme
qui sont en train petit à petit de tomber. J'ai des passagers fans qui te disent je ne voyage que quand toi tu es là. Donc ça, c'est déjà, pour moi c'est déjà quelque chose. Mais bon, je n'attends pas l'approbation de tous, mais je suis satisfait parce que je suis un modèle aujourd'hui. Je suis un modèle de société, un modèle sociétal. Et par moi, beaucoup de femmes pourront aujourd'hui dire que à Ken, je peux. Moi aussi, je peux. Donc il y a beaucoup de difficultés parce que je suis jugée d'en haut et très combattue, mais jamais égalée. Vraiment, une bonne chose. Vraiment. Et comme je vous dis, je suis quelqu'un de très déterminé. J'attends jamais des cadeaux, donc je suis prête à me battre pour qu'enfin qu'on ait les maximums, alors j'ai bien dit les maximums des femmes dans le domaine de l'aviation, qui est un domaine énorme, où il y a une absence accrue de femmes. Et on essaye de nous mettre ensemble. On a une plateforme où on discute, on essaye de travailler. Encore une fois de plus, si le chef de l'État essaye de placer les femmes à la tête des structures qui travaillent sur le domaine de l'aviation civile, ces femmes pourront mettre en place des programmes qui va fédérer les femmes autour. Madame, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Un bon aventurière. J'adore aller à l'aventure. Donc ma vie, c'est une aventure. Je me laisse faire. J'essaie de naviguer pas contre le courant. J'essaie de naviguer avec le courant. Mais je ne me vois pas ne pas finir en politique. J'ai généralement ces pressentiments que je finirai là-bas. Dans la politique. Dans la bonne politique, pas la politique actuelle. Vous avez déjà un parti politique? Non, malheureusement. Je suis de la société civile. Mais je finirai. Je finirai si j'arrive à trouver celle qui va me convaincre. Jusqu'ici, je n'ai pas encore. Il n'y a pas ça d'autres perspectives d'avenir? Perspective d'avenir, j'aimerais un jour qu'en République démocratique, qu'on puisse reconnaître en moi que j'ai pu, de mon vivant, contribuer dans l'épanouissement de beaucoup de femmes dans mon domaine spécialement, que je puis porter leur voix et que je puis solutionner les problèmes, que je puis construire un mécanisme où on octroie des bourses aux femmes dans mon domaine. Madame, parmi les perspectives d'avenir, vous n'avez pas parlé du mariage et ça vous intéresse pas ou comment? Ah, c'est ça, c'est tout ce qui t'intéresse, toi. Allez, comme je dis, j'aimerais naviguer pas contre courant. Ça veut dire que les mariages, ce n'est pas une priorité pour moi. En tout cas, non. Ce n'est pas une fatalité non plus. Donc, si ça arrive, gloire à Dieu. Et si ça n'arrive pas, je ne veux pas m'en vouloir pour autant. Donc, je laisse faire. Je me lance dans l'aventure. Voilà, ce qui arrivera, arrivera. Et je suis, en tout cas, dans tous les cas, je suis très heureux et très épanoui. Madame, dites-nous un peu, parmi les femmes congolaises, laquelle est considérée comme votre modèle, soit référence, que ce soit du côté activisme, du côté politique, et pourquoi pas du côté aviation? Ok. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu assez de femmes dans l'aviation. Donc, je ne pourrais pas m'identifier à qui que ce soit parce que j'estime que les gens s'identifieront à moi. J'estime. Oui, vous êtes déjà une référence. Modestie. Mais non, en politique qui m'inspire en République démocratique du Congo,
un peu difficile. Un peu difficile, mais j'ai quand même eu à reconnaître beaucoup des femmes qui ont fait je n'ai pas envie de polémiquer dessus parce que, vous savez, en étant une figure, je n'aimerais pas que les gens s'entretuent parce que je ne les ai pas choisis. Toutes les femmes congolaises politiques m'inspirent. Et du côté activisme? Et du côté activisme aussi, parce que si je suis dans le cockpit aujourd'hui, je me dis qu'il y a eu des femmes, en un moment, qui se sont battues déjà pour qu'on ait des femmes à l'école. Parce que ma grand-mère est mon modèle de société. Ma grand-mère est enseignante d'école primaire. Elle m'a toujours relaté qu'à l'époque, elles étaient enseignantes en lingala. Elle ne pouvait pas enseigner en français. Et sa petite sœur était parmi les premières monitrices en français. Wow. Donc, voilà, donc moi j'ai quand même une histoire à raconter au public. Donc ma grand-mère représente l'exemple et les modèles parfaits pour moi. Mais aussi, j'aimerais bien mettre un accent sur le fait que toutes ces femmes que vous voyez, toutes les grandes activistes de la pleine moitié du Congo ont toutes travaillé pour qu'aujourd'hui on puisse avoir cette loi de parité. Donc elles sont toutes des modèles pour moi. Et la loi de parité a été travaillée avec des hommes genrés. Donc, en tout cas, moi, je me dis, les gens qui font bien leur travail sont des modèles pour moi et les médiocres, non. Madame, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra et vous allez dire un mot à toutes les femmes qui nous suivent ou qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. Mais j'aimerais bien que le message soit en lingala. Bon. Batuni so bazolandanga soki lelo bandeko nanga ya basi mingi soki lelo ngai naza nakati ya cockpit oyo kala bakanisaki eza mosala ya mibali eza majite naza na maboko mibale makolo mibale mutu moko donc bino pe lobi bokoki soki bo décider ezala bongo donc mutu akosa yo te mutu na biso to cerveau pour na yebi yango na lingala te cerveau ezalaka mwasi to mobali te cerveau eza obe moko soki oponi eloko eke obundi mpona yango okokoma soki nga lelo nakomi eza impossible pour que yo pe lobi ozala lokolanga. C'en est fini avec notre numéro d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Amicho Ponchi, pilote de formation. Avec elle, nous avons eu à parler sur l'égalité entre hommes et femmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Winner One Télévision pour suivre l'intégralité de toutes vos émissions. Pour tous vos contacts, suggestions et autres, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Plus 243 89 366 77 97. Le coronavirus est vraiment réel. Respectons les gestes barrières. Si vous ressentez de malaise, restez chez vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous. À très bientôt.